Merci à Pierre de Meuse de terminer son périple, je ne dis pas provençal, parce que la Provence est bien plus grande que ça, mais côtier, sa navigation côtière, après Toulon, après Aix-en-Provence, maintenant Marseille. Idée et doctrine de la contre-révolution. Qu'est-ce que la contre-révolution ? On pourrait répondre, c'est quelque chose qui s'oppose à la révolution. Mais à propos des idées de la contre-révolution, est-ce qu'elles sont réellement postérieures à la révolution ou est-ce qu'elles sont antérieures ? Quelle est la date de leur apparition ? Et que signifie vraiment le terme contre-révolution ? Et peut-être aussi quel rapport entre la contre-révolution et la modernité ? Et aujourd'hui, on parle de post-modernité. Pour tout cela, je pense que Pierre de Meuse après la publication d'un tel ouvrage qui s'inscrit dans la lignée des grands penseurs français, mais pas seulement français, contre-révolutionnaires, mais moi, personnellement, ceux que je ne dis pas que j'ai lus, sincèrement, je ne les ai pas lus. Ni Ambroise de Bonald, ni de Maistre. Si je les connais, c'est par citation, à propos des ouvrages que j'ai toujours lus, mais ces auteurs-là, je ne les ai jamais lus. Donc, Pierre de Meuse s'inscrit dans cette démarche et dans cette continuation. Voilà un livre qui n'est pas le premier de l'auteur, puisque bien avant celui-ci, il y avait l'histoire des hérésies et l'Église et les cathares. Donc il y a une production continue, intéressante, enrichissante, et je suis persuadé que ce soir, c'est un grand moment que nous allons passer ensemble. Je vous remercie. Je tremble après avoir entendu un tel éloge qui exige de moi une perfection que je suis bien loin de pouvoir atteindre. Et d'avance, j'implore votre indulgence pour ce que vous allez entendre. Je ne prétends pas du tout être dans la ligne des grands penseurs de la contre-révolution. Je me suis contenté de les recenser et d'examiner leurs pensées les uns par rapport aux autres, et surtout ce qu'ils avaient de commun. Ce qu'ils avaient de commun et où se trouvait leur diversité. Alors pourquoi me suis-je intéressé à ces auteurs dont la plupart sont bien oubliés aujourd'hui, à tel point que bien d'entre eux, la plupart d'entre nous n'en connaissent pas les noms, et moi-même j'ignorais leurs noms avant d'en entendre parler et de commencer mon étude. Pourquoi s'intéresser à ces nombreux auteurs de tous les pays d'Europe, et même quelquefois d'Amérique du Sud par exemple. Alors, il y a aussi une contre-révolution américaine dans l'Amérique latine, l'Amérique espagnole. Pourquoi s'intéresser à tous ces gens ? Eh bien parce que lorsque j'étais jeune étudiant d'Action française, nous participions à des camps au cours desquels il y avait beaucoup de discussions, les disputationnelles étaient très fréquentes, et la question que nous nous posions, c'était celle de savoir comment répondre à cette théorie révolutionnaire qui était représentée par les marxistes. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus trop le cas, mais quand j'avais 20 ans, l'ennemi, c'était le communisme, c'était le marxisme, dont la pensée se considérait comme un défi majeur à la conservation de notre héritage, de nos traditions, de notre patrimoine. Et voulait réaliser un monde complètement nouveau. Et il y avait également le libéralisme, tous les deux étaient issus de la Révolution. Donc, ces deux mouvements de pensée se considéraient comme issus d'une vaste émancipation de l'homme qui remontait au XVIe siècle et même avant. Donc mon idée, c'était de répondre à ce mouvement d'émancipation qui était invoqué comme une origine d'une pensée ennemie,
de trouver une continuité de pensée qui se rapproche des buts que nous menions. Alors j'ai commencé à m'intéresser à cette question. Et pour commencer, je me suis demandé quels étaient les gens qui, quand la révolution a éclaté, ont combattu cette révolution. Car enfin, dès le début, la révolution joue franc jeu. Lorsque vous avez le serment de Dieu de Paume, il est clair que le but, c'est de remplacer la souveraineté royale par une autre forme de souveraineté. Lorsque la Constituante de 1791 proclame les bases de sa nouvelle légalité, eh bien, cette Constitution affirme l'existence d'un peuple nouveau, d'un pays nouveau. La Révolution ne veut pas continuer l'ancien pays, mais en établir un autre. Eh bien, quels étaient les auteurs qui, en France, se battaient contre ces principes novateurs et destructeurs à la fois? Eh bien, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Pour la bonne raison que, à part un personnage que je cite à la gloire de la Provence, puisqu'il était provençal, je parle de Pascalis, mais Pascalis critique les idées de la Révolution, non pas au nom de la souveraineté de la France, mais au nom de la Provence. Et ça lui coûtera immédiatement la vie, puisqu'il sera pendu et décapité sur l'ordre d'un ecclésiastique qui s'appelle l'abbé Rive. Bon. Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas de réponse? Pourquoi les idées de la Révolution sont-elles acceptées, sans me dire, jusque, disons, en 1796, cette date étant, à mon avis, le point de départ de la contre-révolution doctrinale en France? Eh bien, tout simplement parce que l'esprit public a été profondément influencé par une certaine conception abstraite des Lumières qui est venue se substituer à une tradition, une conscience traditionnelle de notre pays tel qu'il l'avait reçu des siècles. Il y a un livre qui a été écrit sur ce sujet par un professeur dont le nom est un peu oublié, mais qui s'appelle M. Paul Hazard, et qui s'appelle « La crise de la conscience européenne ». Un livre en 2 tomes, très précis, très intéressant, dans lequel M. Paul Hazard nous explique que dès 1700, dès les toutes premières années du XVIIIe siècle, la France a déjà adopté cette conception du politique, cette conception du pouvoir politique et religieux qui va se développer par la suite et qui va aboutir à la Révolution. M. Paul Hazard montre combien, dès les années 1680, on voit dans la France de Louis XIV une révolution de pensée qui va se mettre en place et qui nie totalement la pertinence de la société d'ordre, les valeurs de l'aristocratie militaire, considérée comme un repoussoir, établit la supériorité de la raison sur la tradition et considère que le commerce est la forme supérieure de la communication. Ça,
c'est ce qu'il apparaît. Alors je vous conseille, si vous avez le temps, de lire ce livre de Paul Hazard, parce qu'il est quand même remarquable. Il donne une masse de citations qui est vraiment qui montre que c'est assez indiscutable. Paul Hazard souligne également l'importance d'une fameuse querelle qui est oubliée aujourd'hui et qui est une querelle littéraire. Mais il faut bien voir que c'est dans les querelles littéraires souvent que se trouvent les ressorts d'une idéologie puissante. Et précisément, tout à l'heure, notre ami Jean parlait de la modernité. Cette querelle qui a pour cadre l'Académie française s'appelle la querelle des anciens et des modernes. Et vous avez d'un côté les modernes qui sont conduits par Perrault, et de l'autre côté les anciens qui sont conduits par Boileau. Et alors, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement, les modernes expliquent que la mythologie antique, qui avait été le cadre de créativité d'innombrables représentations du Moyen-Âge et de la Renaissance, cette mythologie antique est cruelle, naïve et sanguinaire, et qu'elle ne mérite pas qu'on lui attache cette importance. De même, les modernes disent que l'utilisation d'œuvres collectives, comme par exemple l'Iliade et l'Odyssée, n'est-ce pas, qui sont le fruit de la tradition, est contraire à l'idée de la perfection d'une œuvre, parce qu'une œuvre n'est valable que si elle a été faite par un individu, dans la mesure où cet individu a une cohérence qui lui est personnelle et qu'il peut mettre dans son œuvre. L'œuvre collective est nécessairement imparfaite. Voilà ce que nous disent les modernes. Alors pourquoi? Alors que les anciens, au contraire, disent mais non, vous ne pouvez pas juger la mythologie antique à partir des critères que vous avez aujourd'hui, car elle a sa propre logique. Il faut au contraire essayer de percer à jour dans cette mythologie, dans ces images, le festin de Thieste, la malédiction des Atrides, les tragédies d'Échille et de Sophocle. Il faut au contraire essayer de voir comment les gens de ce temps-là la voyaient. Deux attitudes totalement différentes. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que les anciens, comme les modernes, ont un même but. Le but des anciens comme des modernes, c'est d'exalter la monarchie du roi Louis XIV. Mais ils le font, ils veulent le faire de façon radicalement venue. Cette attitude littéraire aura, de façon métapolitique, une importance très grande sur les doctrines politiques de ce temps. Alors pourquoi est-ce que nous assistons à cet événement? Pourquoi est-ce qu'il y a cette crise, comme dit Paul Hazard, cette évolution assez brutale finalement de la pensée au sein de l'âge classique? Pourquoi? Alors, beaucoup d'auteurs estiment, et je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans, que l'origine se trouve dans la philosophie de Descartes. Car la philosophie de Descartes repose sur l'idée que l'intellect humain est en mesure de connaître l'essentiel du monde qui nous entoure. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, etc. Il est vrai que Descartes estime que ce principe du doute créateur, initial, est à appliquer en fait aux sciences de la Terre, aux sciences de la vie, aux sciences de l'astronomie, enfin à toutes les sciences plus ou moins exactes, mais absolument pas à la politique ni à la religion. Descartes proteste
qu'il veut garder intacte la foi reçue de ses ancêtres, comme il nous dit, et la fidélité qu'il a par rapport au roi. Mais en fait, le résultat de la philosophie de Descartes va être de considérer que les exceptions que Descartes met à la raison dissolvante qui est la base de l'analyse rationnelle, ces exceptions ne sont en fait dues que par la crainte de Descartes de recevoir une répression de la part du pouvoir politique et religieux. Ça va être l'opinion par exemple de Bayle, de Fontenelle, des auteurs qui se réclament de Descartes, mais qui estiment que Descartes n'est pas allé assez loin. Alors hier à Aix-en-Provence, il y a un professeur de philo qui m'a apporté une courtoise et pertinente contradiction en me disant « Oui, mais enfin monsieur, c'est vrai, mais quand même vous ne voyez pas que c'est pas ça la philosophie de Descartes. Descartes, au contraire, veut conserver intacte sa société, il estime que les principes de la société doivent rester intangibles. » Et il a raison, c'est ce que veut Descartes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je ne vous parle pas de la cohérence interne du discours cartésien, je vous parle de l'effet que Descartes a eu sur la mentalité collective. Et sur ce plan-là, eh bien, Descartes a été, contre sa volonté la plus expresse, un destructeur. Tocqueville l'a prouvé de manière très nette. Si vous lisez mon bouquin, vous verrez, je cite les passages de Tocqueville où il montre cette évolution. Et ça se comprend très bien. Parce qu'à partir du moment où vous invoquez un principe général universel, par rapport à un état de choses qui permet de décrypter une réalité, si vous mettez à part certains domaines hors de ce principe, il faut que vous justifiez cette exception par un autre principe, un principe général de même puissance. Et ça, Descartes ne le fait pas. Et donc, tout le XVIIIe siècle va contester à la fois la religion et la légitimité fondamentale du pouvoir royal. Aussi bien d'ailleurs aussi bien des gens qui défendent le pouvoir royal, mais qui veulent le faire changer de nature. Et qui sont partisans, par exemple, du despotisme éclairé. Et c'est pour ça qu'au moment de la Révolution, et pendant la période des Lumières, eh bien, quels sont ceux qui vont combattre les Lumières? L'aspect des Lumières au sens, pas forcément la recherche éclairée sur un domaine scientifique donné, non, mais les Lumières en tant que principe général d'émancipation de l'esprit, ce que Kant appelle aude sapere, oser savoir. On dit pour savoir, il suffit d'oser. Donc de balancer tous les principes reçus jusque-là. Eh bien, cette vision des choses, elle ne va être combattue que par des gens qui ne s'intéressent absolument pas au pouvoir politique. Vous avez les jésuites, mais les jésuites ne défendent pas du tout le pouvoir royal, ni même la société d'Ancien Régime. Ils ne défendent pas du tout la société d'ordre. Ils ne défendent pas du tout la pertinence de l'organisation de la société. Pas du tout. Simplement, ils combattent l'irréligion. C'est tout. Et ils se limitent à ça. Vous avez des gens comme Fréron, comme Linguet, qui vont combattre la lumière. Mais que combattent-ils? Ils combattent les incongruités littéraires et l'esprit de secte de la Camarilla philosophique. En rien, Linguet et Fréron ne vont mettre en doute la pertinence de la contestation du pouvoir royal et de la société d'Ancien Régime. Et puis vous avez des gens qui défendent le pouvoir royal, comme Jacob Nicolas Moreau, et qui sont des gens qui, en fin de compte, veulent le pouvoir royal, mais, bien sûr, mais en tant que pouvoir administratif.
ils sont partisans d'une monarchie administrative, autrement dit, c'est à peu près la même chose que le despotisme éclairé. Mais en rien, ils ne défendent le civisme d'Ancien Régime. Civisme en vertu duquel on doit être dévoué au roi, mais selon lequel on peut également le combattre, sans pour autant remettre en cause son dévouement, quand il s'attaque à des libertés, à une légalité reçue des siècles. Et ça, ça montre que l'Ancien Régime, selon l'expression du professeur de Viguerie, ne se comprend plus lui-même. Bien. Et on voit, à partir de 1796, on voit arriver des penseurs qui n'accepteront plus les principes de la Révolution, comme c'était le cas de Sulot, de Rivarol, de Chancenet, de Mounier, tous ces gens qui vont combattre la Révolution, mais en acceptant les principes de la Révolution. Et à partir de 1796, vous avez des auteurs qui vont combattre ces principes de la Révolution et qui vont regarder sur ce régime qui vient de s'effondrer, non pas pour le reconstruire, non pas pour le reconstituer comme s'il n'avait jamais été détruit, mais pour en comprendre les principes et voir ce qui est possible de faire revivre conformément à ce qui nous a apporté de bon. Alors pourquoi est-ce que ces gens, subitement, changent d'avis? Pourquoi, pendant un siècle, ils n'ont rien dit, et puis subitement, on voit des gens qui vont bâtir des raisonnements remarquables pour combattre cette mutation énorme qui vient de se produire. Alors, pour ça, j'ai été amené à faire des recherches sur les critiques des Lumières qui avaient été faites, non pas en France, mais en dehors de France. Alors là, je vais dire quelque chose qui évidemment est un peu désagréable, est un peu douloureux, si vous voulez, dans la mesure où Maurras nous disait que la Révolution avait été le résultat des idées de l'étranger. Idées allemandes, idées juives, idées genevoises, idées anglaises. Bon. Maurras disait ça, oui, c'était une dialectique de combat, très bien, je ne critique pas le fait de le dire, mais malheureusement, je pense que c'est très optimiste. Car, en fait, les idées par lesquelles la France a détruit l'Ancien Régime sont des idées bien françaises. Et au contraire, il y avait à l'étranger des gens qui les ont contestées. Et je commencerai par parler du plus ancien d'entre eux. J'ai nommé le napolitain Giambattista Vico. Giambattista Vico est le premier à remettre en cause cette conception héritée de Descartes. À la conception d'une culture, d'une civilisation universelle dont la monarchie du grand roi est l'expression et la source la plus générale, Vico oppose une culture que chaque peuple sédimente à partir de sa propre tradition, culture qui lui appartient et qu'il est le seul à comprendre pleinement. À la notion d'un progrès universel vers une connaissance toujours accrue, Vico répond par la nécessité, par la constatation que l'histoire est cyclique et que tout progrès dans un domaine se traduit par une décadence dans un autre domaine. Enfin, Vico va faire une critique en règle des conséquences sociales du cartésianisme. Vico est un esprit bien oublié aujourd'hui, du moins par les Français, et souvent mal compris. Il faut dire qu'il s'exprime dans un vocabulaire qui est presque incompréhensible aujourd'hui. Ensuite, vous avez, en Allemagne, des penseurs qui vont remettre en cause la pensée des Lumières. Et curieusement, ces auteurs sont issus précisément des Lumières allemandes. Puisque c'est dans l'entourage de Kant que l'on trouvera les premiers contestataires de la théorie de Kant. Vous savez, on parle souvent des Lumières franco-kantiennes, et c'est très juste.
Et quand Maurras parle des idées allemandes, il parle de ces idées franco-kantiennes. Mais en réalité, Kant va connaître une très violente critique par un de ses collaborateurs, puisque la personne dont je vous parle, Gottlieb von Herder, est le premier collaborateur de Kant. C'est lui qui a corrigé la critique de la raison pure. Et Herder va totalement s'opposer à Kant de manière radicale. Alors, que nous dit Herder? Herder nous dit qu'il n'y a pas une raison pure et universelle, mais que chaque peuple a sa raison. Chaque peuple charrie derrière lui un ensemble d'héritages qui s'accumulent les uns sur les autres, mais qui s'accommodent par le fait qu'ils sont vécus. C'est dans le vécu des peuples que se trouve leur tradition. Herder emploie à ce titre des termes qui sont très parlants. Il dit, on trouve dans la tradition, le folklore des peuples, des éclats de diamants qui sont une expression l'expression d'une pensée qui est universelle, mais qui ne peut s'exprimer qu'à travers le langage de chaque peuple. Car toute expérience nationale est incommunicable. Vision des choses totalement opposée à l'universalisme kantien, et j'ajouterais cartésien. Alors Vico va avoir une très grande influence. Vico n'est pas favorable à la France, il n'aime pas la France. Il n'aime pas la France parce qu'il croit, mais il se rendra compte plus tard qu'il s'est trompé, il croit que la France, c'est le pays de la légèreté, de la sécheresse de cœur, de l'absence de sentiments collectifs. C'est le pays de l'individualisme. Hein. Et il critique le roi de France comme étant le symbole de cette futilité générale que, bien sûr, en tant que bon Allemand, il critique. Mais il se rendra très bien compte, quand la Révolution éclate, qu'il approuvera au départ qu'en réalité, c'est une catastrophe, et il reviendra totalement sur cette vision des choses. Et c'est Herder qui va, par la suite, influencer des courants de pensée qui donneront lieu au nationalisme de l'Action française, de Barrès, etc. Autrement dit, la pensée de Maurras, bon, ça ne lui aurait pas plu qu'on dise ça, mais elle est d'une certaine façon la fille de Herder, le Prussien Herder. Et puis alors, vous avez enfin un personnage qui va être le premier à critiquer les principes de la Révolution en profondeur après la Révolution. Et là, nous ne sommes plus avant la Révolution, puisque Herder commence à écrire en 1750, mais là, vous avez une personne qui écrit sur la Révolution comme un journaliste, là, au moment où les événements se produisent. J'ai nommé Edmund Burke. Edmund Burke est un Britannique. C'est un Britannique. Alors, Herder était calviniste, Burke est anglican. Et Burke va attaquer la Révolution sur le principe, en disant, vous cherchez des chimères, en voulant fonder un pays de toutes pièces. Vous faites une constitution qui est totalement en désaccord avec l'esprit de votre peuple. Et Burke nous dit, vous avez tort de dire et de répéter stupidement que la France n'a pas de constitution. La France d'Ancien Régime avait une constitution. Et cette constitution était faite pour la France. Et bien sûr que cette constitution ne fonctionnait plus bien. Et il vous appartenait de la réformer pour la rendre conforme à l'esprit d'honneur et de liberté qui était celui de la France. Et il donne une remontrance aux penseurs, y compris ceux qui combattent la Révolution, en disant, vous combattez la Révolution, vous ne la combattez pas assez. Vous pensez avoir raison, mais vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Car en fait, la Révolution, elle est fausse de bout en bout. Elle est le résultat, nous dit-il, d'une métaphysique adultérée. Et Burke va réhabiliter la notion de préjugé. Vous remarquez que Descartes avait fait du préjugé la base fondamentale de l'erreur.
Burke nous dit, le préjugé sans discuter, ce n'est pas sans raison, ce n'est pas sans raison qu'on l'accepte sans discuter, car il est le résultat d'une expérience séculaire et l'expérience de ce qui a réussi. La pensée de Burke est fondamentale. Il n'y a pas de contre-révolutionnaire sans Burke, parce que tous les contre-révolutionnaires vont être d'abord des lecteurs de Burke. Et aussi bien en Allemagne, avec Heiberg, avec Gens, que en France, avec Bonald, Montlosier et Mestre et Savoyard. Enfin, il écrit en français et il se place largement dans le contexte français. Et tous ces gens vont commencer par lire et commenter Burke. Et donc, ils vont essayer de mettre en forme cette pensée de Burke, qui est une pensée très pragmatique, hein, parce que Burke est un Anglais et il répugne au grand raisonnement. Et donc, c'est là qu'on va commencer à voir naître la contre-révolution. À quel moment on voit arriver la contre-révolution? Doctrinale. Hein. Au moment où, après la fin de la terreur, enfin, la fin relative de la terreur, à partir des premières apparitions du directoire, vous avez des gens comme Barras, par exemple, qui disent aux royalistes, arrêtez, la monarchie a été renversée, la révolution a eu lieu. Bon, il est parfaitement inutile de continuer à faire du désordre. Si vous aimez l'ordre, eh bien il faut accepter le nouvel ordre existant et faire avec, être un parti de la conservation et de l'ordre à l'intérieur du nouveau régime. Et ces maîtres, qui s'appuyant sur la pensée de Burke, va répondre, ainsi que Bonald, vont répondre qu'en réalité, ce nouvel ordre n'est pas un ordre, car il s'appuie sur des postulats qui sont profondément faux. Et donc, on ne peut pas construire une société sur des principes qui n'appartiennent pas au vrai. Alors je vais maintenant, que je vous ai expliqué comment la pensée contre-révolutionnaire a émergé, je vais essayer de vous expliquer l'originalité de cette pensée. Parce que, on croit souvent, moi c'est ce que j'ai appris quand je faisais de ma philo, que la contre-révolution n'est jamais que la ressucée de la pensée médiévale, que ce n'est jamais que la continuation de ce qui avait été dit auparavant. Absolument pas. La contre-révolution est totalement novatrice sur de très nombreux domaines. La contre-révolution va inventer des sciences nouvelles. Elle va inventer la technologie avec Herder, la sociologie avec Bonald, la politologie et la linguistique. Ces 4 sciences ont été développées et érigées en sciences par les contre-révolutionnaires. Alors où se trouve cette originalité? Eh bien, nous le voyons d'abord dans la définition, la recherche que font les contre-révolutionnaires de la notion d'autorité. L'autorité, c'est fondamental. Ça répond à la question qui était posée, je vous dis, en 1797 par Barras, l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Et les contre-révolutionnaires ne vont absolument pas reprendre les justifications de l'autorité qui étaient celles de la monarchie d'Ancien Régime. Bon. Ni le droit divin, qui est un contresens, ni la théorie d'une généalogie des rois de France qui remonterait à l'Antiquité, hein, vous savez, le Francius, le fils d'Aîné, etc. Toutes ces théories, Bonald et Mestre n'y pensent même pas. Au contraire, ils cherchent dans l'autorité, l'origine de l'autorité, dans le pur fait. L'autorité, nous dit Mestre, ne trouve jamais une belle origine. Au cœur du pouvoir, il y a, caché comme le grain de sable au cœur de la perle, il y a le meurtre. Terrible,
terrible vision des choses. Mais cette origine du pouvoir, que Maistre appelle l'usurpation légitime, va peu à peu se bonifier avec le temps, comme du bon vin, et va devenir autre chose. À la figure du meurtrier se substitue la figure du père. C'est le résultat des siècles. C'est le résultat de quoi? De l'expérience, de la tradition. Voilà une vision des choses qui est totalement nouvelle. Et donc, les auteurs contre-révolutionnaires considèrent que les mythes qui sont inventés pour justifier le pouvoir par les diverses civilisations sont des justifications qui sont là pour rendre le pouvoir plus efficace, plus lisse, plus conforme au bien commun. De même, les contre-révolutionnaires, alors le fait que le pouvoir, que la source du pouvoir soit le meurtre, se traduit particulièrement par le fait que la peine de mort, pour Maistre a écrit des paroles extraordinaires sur la peine de mort, la peine de mort est au cœur du pouvoir et de la souveraineté, et que si le pouvoir renonce à la peine de mort, c'est qu'il renonce à la souveraineté. La peine de mort est indispensable au pouvoir. Et ce passage extraordinaire de Maistre des considérations des soirées de Saint-Pétersbourg, il dit si le jour où le bourreau, ce personnage jauni et méprisé, cesse d'exercer son fonction, alors les trônes vacillent, les sociétés s'effondrent et les méchants ont le pouvoir. Très intéressant. De même, les contre-révolutionnaires vont déconstruire la théorie révolutionnaire de manière radicale. D'abord, la notion de souveraineté collective, de souveraineté du peuple ou de la nation, puisque selon le cas, la révolution invoque l'un ou l'autre, est une absurdité pour une simple question de logique. On ne peut pas être à la fois celui qui commande et celui qui obéit au même. Oui, on ne peut pas faire les deux choses à la fois. On ne peut pas à la fois commander et obéir, au même moment et à la même personne. C'est pas possible. Et de même, le fondement du pouvoir que donnent les révolutionnaires, et ça, ils le donnent au nom d'une théorie qui est très ancienne, la théorie du contrat social, car il ne faut pas croire que ce soit Rousseau qui a inventé la théorie du contrat social. La théorie du contrat social a été inventée bien avant. Elle a été, avant Rousseau, il y a Locke, et avant Locke, il y a Hobbes, bien sûr, mais avant Hobbes, il y a également les théologiens de l'école de Salamanque qui vont mettre en place cette théorie du contrat social. Et sans aucune crainte de démolir les idoles, les contre-révolutionnaires, Bonald, Maistre et Bonleuzier, vont considérer que le contrat social est tout simplement une absurdité. Pour la bonne raison que quand s'est-il produit ce contrat social? Il y a très longtemps, d'accord. Et qui a signé le contrat social? Les hommes de l'époque. Comment vivaient-ils? Ils vivaient un état de nature, c'est-à-dire seuls, totalement, sans contexte social, etc. D'accord. Et comment ont-ils fait pour signer le contrat? Eh bien parce qu'ils se sont mis d'accord sur la nécessité d'un ordre social pour se défendre. D'accord. En quelle langue? Là, évidemment, le problème du langage se pose. Et Bonald répond ironiquement, quel langage? Puisque le langage nous est appris précisément parce que nous sommes en société. Donc, il n'y avait pas de langage. Il ne pouvait pas y avoir d'expression. Il ne pouvait pas y avoir d'écriture. Il ne pouvait pas y avoir de contrat. Donc, le contrat social est une absurdité. La société n'est pas le résultat d'un contrat. De même que le pouvoir n'est pas le résultat d'un contrat, rien ne peut faire résider l'origine de ce qui est social dans le contrat. Et les contre-révolutionnaires vont continuer en démolissant un autre principe qui avait pourtant été accepté par la monarchie au tout début de la Révolution, celui des droits de l'homme. Pourquoi les droits de l'homme sont une absurdité?
mais parce que ce n'est pas de notre situation d'homme que nous tenons les droits. Le droit, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui s'inscrit à travers certaines règles. Et le droit en tant que pouvoir est donné par la société. Donc, les hommes ne vivent pas tous dans les mêmes sociétés. Et donc, ils ne peuvent pas avoir les mêmes droits. Donc, le droit de l'homme avec un grand H, est une idiotie. Les contre-révolutionnaires vont donc démolir, être des déconstructeurs de cette théorie révolutionnaire. Et puis, les contre-révolutionnaires vont développer les idées présentées par Burke en parlant de la tradition. Mais la tradition, il ne faut pas croire qu'avant la Révolution, la tradition était employée comme elle l'est aujourd'hui. Qu'on employait le terme pour désigner la même chose. Avant la Révolution, on ne parle pas de la tradition. Si on parle de la tradition, c'est avec un grand T, c'est pour parler de la tradition de l'Église. Mais sinon, quand on veut parler de ce que nous appelons aujourd'hui la tradition, c'est la coutume. Quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, les contre-révolutionnaires vont reprendre, n'est-ce pas, cette théorie de Burke, puisque c'est Burke qui avait dit « Nous avons suivi la maxime de ne jamais nous écarter ni entièrement, ni d'un seul coup, de la voie de nos ancêtres. » Burke avait souligné avec raison que les institutions ne sont rien sans la coutume qui les nourrit, et que la France avait donc sa constitution. Mais, en faisant cela, en mettant en avant la notion de tradition, les contre-révolutionnaires ont parfaitement conscience qu'il y a une aporie dans ce recours à la tradition, dans la mesure où cet ordre de l'Ancien Régime a été détruit. Il a été détruit par la Révolution. Et nous avons vu qu'il a été détruit sans résistance. Alors que font les contre-révolutionnaires ? Eh bien, ils vont adopter vis-à-vis de la tradition une attitude parfaitement non traditionnelle. En effet, la tradition, c'est quelque chose qui est d'autant plus fort qu'il n'est pas perçu, nous dit Maurras. Et c'est absolument vrai. Une tradition qui ne vient même pas au niveau de la conscience, on va l'exécuter sans y penser. La tradition donne un acte automatique qui est induit par la société. C'est la tradition se substitue à l'instinct et elle prolonge l'instinct, et donc elle ne passe pas par la conscience. Elle ne passe pas par la conscience discriminante. Mais à partir du moment où cette tradition est détruite, que faire ? Et c'est là que les contre-révolutionnaires vont apporter une réponse à cette aporie en disant oui, bien sûr, la tradition doit être conceptualisée. Il faut conceptualiser la tradition pour la justifier afin de la faire renaître. Peut-être qu'une fois, certainement, quand on aura redonné à cette tradition toute sa valeur, eh bien, alors, elle redeviendra ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une attitude, le plus souvent réflexe, qui ne laisse à la critique qu'une part secondaire. Ça, c'est une attitude fondamentale parce que c'est celle que tous les défenseurs de la tradition, quelle qu'elle soit, vont mettre en place. Je prends par exemple Mistral. Mistral défend la tradition provençale. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire pour défendre la tradition provençale ? Il va commencer par l'unifier. Et il va unifier la langue provençale, afin qu'elle puisse se défendre plus facilement. Et ça, toute cette attitude-là, que les contre-révolutionnaires ont eue, elle est commune à tous les contre-révolutionnaires. Aussi bien Rehberg que Gens, Bonald, Montlosier, Maistre, tous appliquent le même critère. La tradition doit être justifiée par la raison avant d'être restaurée. Cette attitude a été perçue par un auteur israélien qui s'appelle Ziv Sternhell,
et qui a écrit un livre qui s'appelle Les Antilumières, livre très intéressant. Alors, Sternal est un auteur qui est très désagréable à lire parce qu'il est incapable de parler des auteurs qu'il décrit sans les insulter. Bon, c'est comme ça. Mais il a fait des recherches très intéressantes, il est une source d'informations très intéressantes. Et Sternal dit à propos de cette démarche, il dit, ce n'est pas en faisant cela, les contre-révolutionnaires ne font pas l'anti-modernité, ils créent une autre modernité. Celle qui consiste à dire, bon, entre diverses possibilités, je choisis de défendre ma tradition. Je choisis. Donc vous savez que la tradition, précisément, c'est quand il n'y a pas de choix. Mais là, on choisit de défendre sa tradition. Ça, c'est une démarche, je vous demande d'y faire attention parce que c'est capital dans la notion de contre-révolution. Et puis, les contre-révolutionnaires vont créer une idée nouvelle, l'idée de société. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la philosophie médiévale et antique est logiquement individualiste. C'est-à-dire qu'elle considère, les Grecs pensaient que la philosophie avait pour but de satisfaire le philosophe, de lui apporter l'équilibre, l'ataraxie, la sérénité, la sophrosyné, tout ce que vous voudrez, enfin, un accord avec le monde personnel. Donc il y a dans la philosophie reprise par le Moyen-Âge, la philosophie médiévale, il y a toujours cette idée que la philosophie a pour but d'apporter à celui qui l'étudie une satisfaction spirituelle ou de sagesse. Eh bien, Bonald va affirmer que non, ce n'est pas l'individu qui est la base, qui est le but à rechercher pour la philosophie, c'est la société. Et il écrit, d'autres ont exalté, ont défendu la religion de l'homme, je défends la religion de la société. Ah. Ça, c'est tout à fait... Alors là, il n'y a rien de plus novateur que cette vision des choses. Il faut bien voir que l'individualisme, qui est le propre des civilisations occidentales, européennes, il vient de très loin. Il ne vient pas seulement de la Révolution, il vient de bien avant. Les premiers à avoir dit non, hein, l'important, ce n'est pas l'individu, c'est la société. C'est très important. Alors vous me direz, mais comment, voyons, les Grecs connaissaient quand même la société, puisque les Grecs considéraient que la défense de la patrie était essentielle, dulce decorum pro patria mori, disait Horace, et puis le combat de Léonisas aux Thermopyles, tout ça, oui, d'accord. Mais il faut savoir que les Grecs considéraient qu'on ne formait pas l'esprit et la volonté par la même source. Les Grecs considéraient que la philosophie devait polir et organiser l'esprit, mais que le cœur et la volonté, pas la philosophie qui l'organisait, c'était Homère. Et tous les Grecs commençaient d'abord par lire Homère, qui était la source de l'éthique grecque. Alors, le Moyen-Âge ne connaissait pas aussi bien Homère. Mais enfin, il avait continué à avoir, comme les Grecs, vis-à-vis de la société, une attitude holiste. Parce que c'est le holisme, eh bien, c'est l'idée que la société est essentielle, que c'est un corps, une identité qui est beaucoup plus durable que l'individu, et que par conséquent, il est logique que l'individu se sacrifie pour la société. C'est ça le holisme. Barrès, en disant la France, c'est l'ensemble des Français morts, vivant et à naître, ce qui est l'essence du nationalisme, ne faisait jamais que formuler une maxime holiste. Donc ça, c'est également un apport tout à fait novateur de la contre-révolution. Et puis, Bonald
surtout lui d'ailleurs, va reconstruire la notion de famille en montrant ce que la famille, qui est une évidence pour les hommes de ce temps, mais qui commence à être détruite par l'individualisme destructeur de la Révolution, comment la famille est un lieu privilégié de transmission, et par conséquent qu'elle est un bastion essentiel de conservation et de continuation de la société, de même que le patrimoine, qui est une condition d'autonomie et de transmission du pouvoir. Voilà. Autrement dit, Bonald va redonner leur valeur au lien du sang que les philosophes du XVIIIe siècle avaient désacralisé. De même, les contre-révolutionnaires vont concevoir une nouvelle vision de la liberté. Vous me direz, cette notion de liberté, elle existait, mais elle n'était pas formalisée, elle n'était pas conceptualisée. Et les contre-révolutionnaires ont montré que la liberté est un pouvoir. Un auteur contre-révolutionnaire qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui est peu connu, c'est Montlosier. Montlosier nous dit qu'on ne peut pas déléguer à des communautés décentralisées, inférieures, le déléguer du pouvoir. Ce pouvoir ne sera pas exercé, car il est dans la nature de l'État de centraliser. Pour qu'une décentralisation soit effective, il faut que les organismes décentralisés conquièrent le pouvoir. Ils doivent résister au pouvoir. Cette notion de résistance des communautés par rapport à un pouvoir étatique qui est par nature centralisateur, c'est également une grande notion nouvelle. Bien évidemment, vous me direz, ça ne va pas trop avec le principe de subsidiarité, parce que le principe de subsidiarité, c'est le pouvoir supérieur qui concède, tandis que cette vision des choses, elle montre bien qu'il y a dans l'État une tendance inévitable à la centralisation. C'est le fait de la rationalité étatique. Julien Freund a écrit là-dessus des choses très intéressantes. Voilà. Donc, cette vision des choses de Montlosier, elle va par la suite être reprise par d'autres contre-révolutionnaires régionalistes comme Hersard de la Villemarqué, Sabino de Arana, et même Mistral et Maurras. Idem, autre principe totalement novateur, et même presque, je dirais, choquant, c'est la théorie de la guerre. La contre-révolution va mettre en place une théorie nouvelle de la guerre. Pour les contre-révolutionnaires, particulièrement Maistre et Bonald, mais qui tiennent le même discours, mais dans un vocabulaire un peu différent. La guerre est l'état normal de l'homme. Ah, ça fait mal ça, hein? La guerre est l'état normal de l'homme. Alors Maistre agrémente ça de formules terrifiantes, n'est-ce pas? Dieu est toujours affamé de sang, etc. Parce que Maistre est un paradoxal. Il aime choquer avec des formules extrêmement abracadabantes, un peu violentes, un peu choquantes. Alors que Bonald, au contraire, est beaucoup plus rassis, mais moins brillant et moins étincelant que Maistre. Donc, la guerre est l'état naturel de l'homme. Mais, la révolution, le principe issu de la révolution, a pour effet de transformer cet état normal de l'homme en une horreur. La bonne raison que, dans la guerre de la monarchie, seul le roi fait la guerre. Les peuples la conduisent, y participent, mais sans y mettre de haine, sans y mettre de mépris, car l'ennemi est toujours respectable s'il respecte les valeurs de l'honneur. Maistre a à ce sujet une formule extraordinaire. Il dit « Le militaire respecte fondamentalement la morale dans la guerre, comme l'épouse légitime et chaste dans les transports de l'amour. » C'est amusant comme formule. Bon,
Donc, les contre-révolutionnaires disent il y a une différence fondamentale entre la guerre des démocraties, la guerre des républiques et la guerre des États, c'est que les États mènent une guerre qui est conduite par le roi pour des raisons politiques, mais dans laquelle ils n'obligent pas toute la population à être animée par la volonté d'extermination de l'ennemi. Carl Schmitt, qui reprendra les théories de Bonald, qui est également un penseur contre-révolutionnaire allemand, qui vivait dans les années 30, dira, dans la guerre moderne, dans la guerre des démocraties, il n'y a pas d'hostis, il y a seulement un inimicus. L'hostis, c'est l'ennemi de la guerre étrangère, l'inimicus, c'est l'ennemi de guerre civile, que l'on se doit de haïr. C'est très bien vu. Vision des choses totalement nouvelle. Alors je voudrais parler maintenant, rapidement, parce que j'ai parlé longtemps, je crois. Vous me direz quand je vous estimerai que je suis allé trop loin. Non, vous dites rien, ça va, vous en demandez. La position de la contre-révolution vis-à-vis de la religion. Parce que ça, c'est très intéressant. La religion est pour les contre-révolutionnaires une chose essentielle. La religion est l'expression la plus élevée du social. Le problème, c'est que les contre-révolutionnaires approuvent tous la religion, mais pas la même. Ils ne sont pas tous de la même religion. Vous avez les Mestre et Bonald sont catholiques, bien sûr. Herder est calviniste. Burke est anglican. Berdyaev est orthodoxe. Ils ont tous des visions différentes. Et encore, quand ils sont catholiques, ils ont des visions des choses qui sont souvent très différentes. Puisque Bonald est plutôt gallican, Mestre est un ultramontain extrémiste, quant à la monnaie, il est un gallican extrémiste, à son tour. Donc vous voyez, vision des choses différentes. Hein. Et Ludwig von Haller, lui aussi, est un luthérien. Donc vous voyez, il y a une très grande différence. Hein. Et si je prends Abraham Kuyper aux Pays-Bas, c'est la même chose, il est calviniste. Donc la religion est une chose fondamentale, mais la façon de la voir est différente. C'est donc un facteur à la fois d'unité, d'adhésion à l'ordre du monde. C'est l'expression des limites qu'il ne faut pas transgresser. Mais en même temps, c'est le lieu d'une contradiction. Et c'est d'autant plus vrai que au XIXe siècle, l'adhésion presque totale des contre-révolutionnaires français à l'ultramontanisme aboutira par la suite, avec le ralliement de Léon XIII, à un suicide temporaire des contre-révolutionnaires. À partir du moment où on estime qu'il n'y a pas, si on applique les principes de l'inséparatisme, comme le disaient les légitimistes des années 1850, l'inséparatisme nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le fait de défendre l'Église et de défendre la monarchie. Eh bien, à partir du moment où l'Église dit qu'il ne faut plus défendre la monarchie, le principe supérieur a pris le dessus sur un principe secondaire et on est obligé de se rallier, ce qu'ont fait la grande majorité des légitimistes. Et il est clair qu'il y a dans la religion chrétienne des interprétations qui peuvent parfaitement ne pas être compatibles avec la contre-révolution. Je ne dirais pas que c'est systématique, mais il faut bien voir que un homme comme Lamennais, par exemple, Lamennais fait partie des contre-révolutionnaires, des penseurs contre-révolutionnaires au départ. Lamennais est un abbé qui est fondamentalement fait partie des ultras les plus exaltés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va retourner complètement sa veste sans pour autant avoir considéré trahir sa propre pensée. Et il va considérer que le principe chrétien, principe supérieur, passe avant l'adhésion à une société, à une tradition, à une monarchie.
Et il va concevoir une société sécularisée, en finissant par dire que l'Église elle-même est un héritage empoisonné du message du christique. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Également, il faut savoir que au XIXe siècle, vous avez au sein de la doctrine pontificale la pensée d'un cardinal comme le cardinal Consalvi qui dit, dès le départ, dès la Révolution, et qui va avoir un très grand nombre de partisans dans l'Église. Certains papes suivront sa vision des choses, sur laquelle la Révolution, c'est rien d'extraordinaire. La Révolution, c'est jamais que un changement de régime. Comme il y en a eu tant dans l'histoire, l'Église n'a pas à se préoccuper de ça. L'Église doit essayer de s'arranger avec les gouvernants, quels qu'ils soient. Ça, c'est la pensée du cardinal Consalvi, et elle est essentielle. Il ne faut pas oublier que si Pie IX a été un grand pape contre-révolutionnaire, il a commencé par être consalviste. C'est-à-dire qu'il a commencé par dire effectivement, la révolution, c'est pas grave, hein. Voilà, on peut s'arranger avec eux. Ça. Ce qui veut dire que c'est le cardinal Consalvi et ses suiveurs n'ont pas voulu voir que la Révolution française était une autre religion qui voulait se substituer au christianisme. Donc vous voyez, la contre-révolution est à la fois une source de défense de la religion, mais également une source de contradiction. Alors maintenant, avant de finir mon exposé, il est déjà très long, je vais aborder un sujet qui est assez pénible pour nous. Nous sommes là réunis pour parler d'un sujet qui nous est cher, mais force est de dire que depuis bientôt 3 siècles, la contre-révolution défend des idées, mais qu'elle échoue à les transformer en faits. La contre-révolution a échoué. Elle a été incapable de rétablir un État conforme à ses principes et à rétablir l'acceptation, au moins par un pays, de la tradition que ce pays avait sécrétée. Alors pourquoi avons-nous échoué? Pourquoi la contre-révolution est un échec? Alors je dirais que, d'abord, il y a une contradiction essentielle qui existe dans la contre-révolution. La contradiction, c'est qu'elle veut à la fois la conservation et le renversement. La logique voudrait être de commencer par faire le renversement avant de faire la restauration, la conservation. Mais là, évidemment, dans les faits, nous constatons que les contre-révolutionnaires sont toujours obsédés par la destruction par l'ennemi de tous les pans de notre héritage, sans penser à autre chose qu'à les préserver de manière impuissante. Et ça, évidemment, ce n'est pas compatible avec le renversement. Renverser le pouvoir, ça veut dire faire la guerre au pouvoir. Et les contre-révolutionnaires, jusqu'à présent, ont toujours été dupes d'un raisonnement qui voulait dire qu'il ne fallait pas faire la politique du pire, qu'il fallait d'abord essayer de préserver ce qui pouvait être sauvé, etc., etc., etc. Et ça, c'est inévitable. C'est quelque chose qui est général dans notre histoire. Nous avons toujours été victimes de ce schéma. Ben, si vous voulez, prenons l'exemple de quelqu'un qui veut réparer un moteur. Il y a une machine, une voiture qui veut réparer. Ben, qu'est-ce qu'il va commencer par faire? Il va démonter le moteur, il va démonter les pièces, il va le mettre sur une toile grasse pour pouvoir voir ce qui ne va pas et le remplacer. Mais pour commencer, il va d'abord démolir. Et quand vous êtes contre-révolutionnaire, eh ben vous allez, chaque fois que vous dévissez une vis, que vous enlevez un boulon, vous allez vous lamenter
sur ce que vous avez détruit, ce qui a été démonté, c'est mal ce que je viens de faire. Évidemment, ce n'est pas compatible. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'immense amas de mauvaises nouvelles que les temps où nous vivons nous apportent, c'est que cette contradiction est en voie de réduction, dans la mesure où il y a de moins en moins de choses à détruire. Et où, comme vous le savez, comme vous dira n'importe quel stratège, il n'y a rien de plus difficile à détruire que les ruines. Les combats à l'intérieur des ruines sont, sur le plan de la science militaire, la chose la plus difficile qui soit. Évidemment, à partir du moment où nous échappons à ce dilemme, nous aurons la possibilité d'avoir une meilleure influence, une meilleure empreinte sur les peuples qui jusque-là avaient méprisé, considéré que la contribution était seulement un facteur de conservation des privilèges des puissants. Je vous parle de mon expérience de militant d'Action française. Quand j'avais 20 ans, et que nous voyions arriver un ouvrier qui adhérait à notre mouvement, nous félicitions. Nous disions, il y a un ouvrier qui est arrivé. Voilà, regardez, c'est merveilleux. Un ouvrier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un ouvrier. On n'a pratiquement que des ouvriers qui viennent chez nous. Vous savez, excusez-moi, mais bon, je ne parle pas des présents, hein, mais les grands bourgeois, les aristos, ils ne viennent plus tellement à l'Action française. Hein. Il y en a quelques-uns quand même, honneur à eux. Enfin, la plupart du temps, ils préfèrent s'intéresser à l'économie, à la finance, la maximisation des profits, etc., etc. Très important de savoir. Aujourd'hui, le langage de la révolte que la contre-révolution implique nécessairement est plus facile à exercer si nous agissons à l'égard d'un peuple qui a compris que la défense des privilèges n'était pas notre souci. Un autre facteur d'échec qui est très important, c'est la faiblesse du vocabulaire. Pour faire comprendre les raisonnements de notre doctrine au public, le contre-révolutionnaire est obligé, à la différence du révolutionnaire, de redéfinir tous les termes qu'il emploie. Pourquoi ? Parce que tous les termes que nous employons sont connotés de manière péjorative. Ça, c'est une chose à laquelle je vous demande de réfléchir, parce que quand nous discutons, on emploie des termes qui vont immédiatement susciter la moue, voire la grimace de nos interlocuteurs. Nous allons parler d'autorité, de corporatisme, d'hérédité, de nationalisme, d'ordre, de sacrifice, de patrie, de race, d'identité, de frontières. Et tous ces mots sont connotés par l'adversaire de manière péjorative. Ils ont une charge, ils ont été dotés, ils ont été inoculés d'une charge péjorative par nos adversaires. A l'inverse, nos ennemis justifient leur malversation et leurs crimes en parlant de social, de liberté, de tolérance, d'homme, d'humanité, d'humanisme, de solidarité, d'universel, d'égalité, d'insurrection et de révolte. Alors ça, évidemment, il importe de toujours réfléchir à cette difficulté dans laquelle nous sommes, la nécessité de redéfinir et de ne pas accepter, de ne jamais accepter un dialogue dans lequel nous accepterions des définitions des mots dont on parle, définitions qui nous seraient défavorables. Donc, si vous voulez, pour en terminer, je vous dirais que les choses sont en train de changer. La contre-révolution nous apprend qu'il ne faut jamais se tromper d'ennemi et qu'il faut essentiellement déconstruire sa vision du monde en montrant comment
combien elle se sépare chaque jour un peu plus de la réalité. Et je dis que la contre-révolution arrivera le jour où les forces d'expression du système seront incapables de rendre compte de manière vraisemblable des événements du quotidien. À ce moment-là, la communication des médias, qui sont le quatrième et véritable pouvoir, cette communication ne suscite plus que des haussements d'épaules, car elle est devenue une langue de bois. Et ça, c'est en train d'arriver. Et donc, il nous faut nous pencher sur cette problématique nouvelle et essayer d'y répondre. Et en conclusion de mon exposé, je vous dirais que nous devons garder à l'esprit la façon dont Nietzsche, dans la naissance de la tragédie, parlait de la différence entre l'instinct et la raison. Et il nous disait, avant Socrate, c'était l'instinct qui était créatif et la raison qui était critique. À partir de Socrate, c'est la raison qui est créative et l'instinct qui est critique. Eh bien, la contre-révolution aura gagné le jour où elle aura restitué l'ordre ancien des choses dans une apocatastase où l'instinct sera avant tout créateur et où la raison se limitera à la critique. Je vous remercie de votre attention. Tu ouvres le débat? J'espère qu'il y a un débat. On revient à nous, merci, qui nous a largement charmés. Je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle. Alors, je ne vais pas aller au-delà, je vous invite à les formuler. Moi, j'ai été très intéressé par la richesse de votre analyse de la période révolutionnaire et de l'absence, en effet, de discours cohérents, réfléchis. Je m'intéresse pas mal aux journaux de cette époque, aux journaux royalistes, c'est-à-dire aux Actes des Apôtres, à l'Ami du Roi et autres. Et on constate en effet que la seule réponse, qui était courageuse, parce que la plupart ont fini elle chauffe quand même, mais la seule réponse était une espèce d'ironie superficielle. Ça, c'est libre. Un ricanement. Et évidemment, ça ne dressait pas de barrage face à ça. Mais l'autre réflexion, c'est que toute notre histoire de la Révolution est parisienne. Et que les petits échos que je peux retrouver en province, notamment dans ma Normandie, c'était une résistance familiale beaucoup plus solide à cette révolution, qui a fini par remporter, mais qui ne s'est pas imposée d'emblée. Et si on avait eu une nation, si on avait pu permettre à toute la nation de s'exprimer, je pense que la révolution se serait arrêtée assez vite. Sans doute, sans doute. Vous avez raison. Je partage tout à fait votre avis. En fait, l'Ancien Régime n'était pas mort au moment de la Révolution. Je vous ai dit, en citant le professeur de Vigry, l'Ancien Régime ne se comprenait plus lui-même. C'est-à-dire qu'au niveau de l'expression savante qui définit les relations entre les corps et la logique des institutions, il n'y a plus de raisonnement. Mais il y a encore un immense cadavre, un immense corps qui est encore vivant, qui est encore plein de sève. Et évidemment, dans ce cadre-là, il y a des résistances. C'est clair. Je vous ai cité la résistance de Pascalis, qui à mon avis particulièrement intéressante, parce que Pascalis n'est pas simplement un résistant sans conscience des choses, c'est un grand juriste. Un grand juriste qui connaît parfaitement l'esprit de la loi, la philosophie de la loi, et qui nous dit, là, vous allez détruire un corps de la France, un corps de l'État, qui a son indépendance et son identité, la Provence. Voilà. Et gloire à Pascalis. Mais vous avez tout à fait raison.
Pas d'autres questions? Monsieur le professeur. J'ai beaucoup aimé la richesse de votre exposé, en particulier tout ce qui est tout ce que vous avez dit autour de l'aspect positif de la contre-révolution. Je trouve que ça c'est quand même très très intéressant. Et bien sûr, Vico. Je me doutais bien que... Au-delà, et pour prolonger ce qu'on disait justement à propos de Pascalis, dans le mouvement antérieur à la Révolution, vous avez dit effectivement qu'il n'y avait pas de... Que la Révolution avait en fait gagné avant la Révolution. Oui, absolument. C'est ce que... et il y a peut-être, vous pensez que je tire la couverture du côté des juristes, mais je trouve que dans la pensée juridique française du XVIIIe siècle, il y a les éléments, justement, peut-être d'une réponse à la Révolution avant la Révolution. Tout ce que vous avez dit sur l'absence de critique philosophique de la Révolution, on la trouve en partie, alors évidemment, en partie seulement, mais en partie dans l'œuvre de certains juristes du XVIIIe siècle. Je me souviens d'avoir étudié particulièrement Valin, par exemple, où on a une critique de Montesquieu chez Valin qui est absolument géniale. Vous avez fait remarquer que Pascalis était effectivement juriste, et il y a un point qui m'a particulièrement intéressé, c'est lorsque vous avez daté en fait le début de la contre-révolution intellectuelle à 1796, oui. À peu près. Hein, voilà. Oui, oui. Et de mémoire, je pense que c'est également cette date qui correspond à la publication en Allemagne du premier ouvrage de Portalis, qui est justement une étude de Kant. Portalis, exilé en Allemagne, émigré en Allemagne, a lu Kant et il a écrit tout un ouvrage pour réfuter Kant, de l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique au XVIIIe siècle. Et je trouve que là, il y a, me semble-t-il, une filiation dans justement cette tradition juridique française du XVIIIe siècle qu'on retrouve jusqu'à Portalis et qui est peut-être une sorte de source souterraine d'une certaine contre-révolution. C'est quelque chose qui serait très intéressant de fouiller, vous avez tout à fait raison, monsieur le professeur. Bon, cela dit, comme Portalis, il faut quand même voir que par la suite, il n'a pas tenu les promesses qu'il a portées avec son œuvre. Hein. Alors, je crois que le comportement de l'homme n'a pas été en harmonie avec sa pensée. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Absolument. Merci pour cette présentation. Oui. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. N'étant pas ouvrier moi-même, mais fils et petit-fils d'ouvriers, je suis très 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 sensible à vos développements sur le fait que la contre-révolution utilise nécessairement le langage de la révolte. Parce que je pense qu'il y a vraiment une confusion qui a été entretenue malencontreusement. C'est la confusion entre la contre-révolution et la réaction. Et ça, c'est mortel. C'est absolument mortel. Et je crois que on a parlé tout à l'heure des jacqueries qui ont émaillé le Moyen-Âge et qui ont surtout apparemment crépité à partir de Louis XIV. Et le révolutionnaire, je parle du révolutionnaire de 89, a tout fait pour nous faire croire, et les instits de la Troisième République, que ces jacqueries qui étaient à la base des luttes contre des injustices de seigneurs locaux, étaient en fait des luttes contre le système monarchiste, en réalité. Ce qui était évidemment faux et archi-faux. Je crois que Bernanos écrit, je ne sais plus où, que le révolutionnaire nous fait croire que lorsque le paysan souffre d'une injustice, il dit « Mon Dieu, il faut foutre en l'air tout ce système », alors qu'en fait, lorsqu'il subissait cette injustice, le paysan disait « Ah mon Dieu, si le roi savait ça ». C'est exact, c'est exact, bien sûr. Il y a un ça qui est recours, fondamental. c'est un atout de la monarchie qui dure tout l'Ancien Régime. Tout à fait. Hein, cette idée que, bon, il est le recours contre les puissants. C'est exact, c'est toute une vision des choses qui est tout à fait réelle. Moi, je dirais que, alors là, c'est mon opinion personnelle, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi j'estime que, en fait, c'est au moment où la monarchie absolue s'est instituée, avec le refus de toute représentation permanente, que la monarchie a perdu une partie de ses atouts. Parce qu'à ce moment-là, elle se trouvait en face d'une nécessité qui était la nécessité fiscale.
Vous savez que entre 1700 et 1789, les impôts ont augmenté, sont passés de 15 à 30% en Angleterre, alors qu'en France, ils sont restés à 15%. Il y avait une insuffisante pression fiscale, en plus d'une pression fiscale qui était mal organisée, puisque cette pression était limitée aux campagnes. Les villes ne payaient pratiquement pas d'impôts. Il ne faut pas non plus exagérer sur la portée des privilèges fiscaux de la noblesse, parce que quand on compte ce que ça représentait véritablement, on se rend compte que c'est une misère par rapport au déficit de l'État. Mais donc, pourquoi est-ce que l'État n'augmente pas les impôts comme il le devrait, si nous avons perdu la guerre de 7 ans? Parce qu'on n'a pas assez d'impôts, qu'on n'a pas assez de sources de l'État. Mais parce que, pour la monarchie française, c'est très bien qu'on ne peut pas augmenter l'impôt sans faire appel à un consentement. Et comme on déteste, on ne veut absolument pas, selon le principe de Richelieu, instituer de représentation permanente, parce que Richelieu, il a quand même des responsabilités. Hein. Eh bien, évidemment, on ne les augmente pas. Et on fait recours à des expédients. L'emprunt, la banqueroute, la cavalerie, enfin, tout ce que vous voudrez. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui a fait perdre à la monarchie cet atout dont vous parlez, d'être le recours des pauvres contre les puissants. Ça, c'est tout à fait exact. Mais vous savez que au début du XIXe siècle, vous avez encore ce type de jacquerie. Bon, les canuts, c'est bien connu, hein. C'est que les canuts, c'est une insurrection qui est conduite au nom des principes traditionnels, au nom des traditions, des coutumes de cette profession très ancienne et très honorable des canuts, hein, fabricants de tissus particulièrement riches, difficiles à réaliser. Mais vous avez exactement la même chose en Angleterre, avec la révolte des Ludites. Révolte qui va être réprimée avec une sauvagerie énorme, mais il est très remarquable de montrer que cette révolte des Ludites va se faire au nom de la monarchie anglaise, demandant au prince de Galles, à l'époque, de prendre la tête de la Révolution pour restaurer une monarchie effective en Angleterre. C'est intéressant de voir ça. Donc vous avez tout à fait raison de votre observation. Et de nombreux historiens ont montré que la plupart des jacqueries, ce qu'on appelle des jacqueries, ne se faisaient pas du tout pour accélérer les mutations sociales, mais se faisaient dans le sens de la réaction. Ça se faisait avec l'image d'un âge d'or, où le paysan était tout à fait protégé. Tout à fait. Absolument, la jacquerie fait appel aux privilèges de notre région, de notre commune, de notre terroir, le privilège de notre profession, etc. Bien sûr, tout à fait. C'est pas discutable. D'autres questions? Alors, merci Pierre, merci pour vos questions. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la liasse de notes qu'il y a sur cette table. Je suis persuadé qu'une très faible partie vous a été comptée. Alors, vous pouvez connaître le reste en vous procurant ce livre que j'ai commencé à lire et que je n'ai pas encore terminé, donc je pourrais vous en dire davantage. Mais je vous le conseille vivement. Il est à votre disposition. Merci.